professeur de sociologie. Moi, je suis sociologue urbain de formation. Ça aura son importance. Et parallèlement, je m'intéresse beaucoup aussi aux notions d'identité, de relation à l'autre, qui aura aussi son importance. Et oui, je suis devenu directeur donc, de la Maison des sciences de l'homme de Dijon depuis le 1er septembre. Alors, je ne vais pas en dire grand-chose, mais on a aussi toute une plateforme d'humanité numérique, donc ça pose aussi plein de questions, des messages au niveau de l'interface avec la société civile, notamment des acteurs institutionnels, des acteurs politiques, etc. Ce qui n'est pas toujours simple, puisque je suis pris, encore ce matin, juste avant de venir ici, j'avais des appels téléphoniques très compliqués, parce que si on fait venir des acteurs, est-ce qu'on politise la chose et tout, c'est loin d'être simple, c'est cette histoire-là. Voilà, moi je me sens plutôt ouvert et à l'écoute sur ces questions-là. Et je pense que tout radicalisme nous emmène vers des pentes sur lesquelles je n'ai pas glissé, en tout cas. Et là, cet après-midi, je vais vous parler effectivement de l'ingénierie du sensible. Alors, Louis Olalion est là, parce que Louis est partie prenante de cela. Donc, et derrière lui, c'est Carte au débat. J'ai conçu mon intervention vraiment comme celle d'un séminaire. C'est-à-dire que je vais vous présenter une recherche qui est ficelée, avec de beaux résultats, comme si tout s'était bien passé, comme si, vous savez, là, quand on écrit des articles scientifiques, on liste les choses, hein, on a posé une question, tel outil conceptuel, tel outil méthodologique, et puis finalement, je fais le résultat. Moi, j'adore les séminaires parce que j'ai du temps. Alors, je vais prendre effectivement au moins 45 minutes. Et je vais même, je vous ai mis dans mon PowerPoint des journaux de bord analytiques, c'est-à-dire les questions qu'on s'est posées, les débats qu'on a eus. Et en plus, c'est bien parce qu'on a des doctorants qui sont ici. Donc, je vous emmènerai aussi dans les coulisses. Ça a été très agréable pour moi. Je n'ai pas besoin de parler, hein, tout va bien, vraiment, je le vis bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est important parce que je vais prendre un exemple qui s'est extrêmement bien passé. Mais il y a eu aussi des coulisses derrière, avec plein de questionnements. Et ces questionnements, j'essaierai de vous les partager. Donc, le titre, c'est vraiment, je le prends vraiment comme un séminaire. Et autre chose, quand même, avant de commencer, puis moi, j'étais très influencé par Georges Simmel, c'est différent. Et ça veut dire quoi qu'un chercheur, il est en formation et qu'on est toujours en train d'être transformé, informé, etc. Et je le prends vraiment comme ça. Comme on dit, je suis après-midi pas dans ma zone de confort, mais c'est pas grave. Il ne s'agit pas de mon ego, il ne s'agit de rien du tout. Il s'agit de faire avancer les choses et ça, c'est vraiment très agréable. Donc, merci encore de m'avoir invité. Et on va se poser la question cet après-midi, effectivement, de c'est quoi une ingénierie du sensible et comment on la met en œuvre, effectivement, pour qui et pourquoi. Mathieu, on va aller changer en même temps, donc une diapositive. L'ingénierie du sensible est une méthode. C'est extrêmement important, le mot méthode, vous le savez bien, mais je vais quand même prendre mon temps ici. C'est une méthode dans le sens étymologique du terme. Une méthode, ça veut dire que c'est un cheminement. C'est aussi un processus, hein, méthodus, chemin, il n'y a pas grande différence. Et donc, ce ne sera jamais fini. Ce matin, on disait avec Louis, Louis disait carte au débat, on verra c'est quoi. C'est un outil qui n'est pas parfait. Moi, je pense que la perfection, c'est vraiment un piège dans lequel on tombe très souvent, puisque la perfection, c'est la même histoire. Qui dit la perfection, c'est fini. Il n'y a plus rien à écrire. Enfin, c'est indiscutable. Autrement dit, la perfection, c'est la mort. Pour le dire vite. Donc, c'est une méthode, c'est un processus et qui vise à être aussi, on verra, sans cesse interpellé par la commande, ici, ce qu'on appellera des métamorphoses, sans cesse être fait hein, par la réalité, être informé, vous disais-je. Et donc, cette méthode d'ingénierie du sensible, elle est née au cours de discussions, de réflexions collectives, de plusieurs travaux collectifs menés dans le cadre du Conseil du développement durable du Grand Nancy. Et pour cette instance, le Conseil développement durable de Grand Nancy, eh bien, Carte au débat intervenait, donc une start-up locale à l'époque, hein, si je ne me trompe pas. Et ils avaient besoin d'un sociologue. Et je ne sais pas pourquoi, des fois, je dis oui. Je ne sais pas pourquoi, parce que des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai dit oui? Ça va me prendre encore un temps fou, ça va me valoir quelques week-ends un peu stressants, mais je ne le regrette pas du tout. Mais je le dis très sincèrement, parce que des fois, on se dit, mais pourquoi je me suis encore, pourquoi j'ai mis le doigt dans cet engrenage, ça va être compliqué. Mais du coup, ça donne aussi des choses vraiment, vraiment très intéressantes. On peut avancer si tu veux bien, Mathieu. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, en fait, il était tard hier soir, quand j'ai fini mon PowerPoint, je vous ai mis du texte.
Valentin, il ne faudra pas faire ça. Voilà, mais moi, j'ai fait ça. En fait, ce que j'ai fait, j'ai repris le passage de ce qu'on a formalisé rapidement avec Louis, mais parce que je pense que beaucoup de choses sont importantes. Alors, j'essaie de le mettre en gras, ce qui me semblait le plus important. On y reviendra sur la dimension numérique de l'ingénierie du sensible, mais ici, l'enjeu est de recueillir des paroles citoyennes saisies dans leur diversité. Et c'est tout l'enjeu de l'ingénierie du sensible, et aussi de pouvoir rendre compte. Moi, j'aime bien la notion en anglais d'account, etc., accountability, tout ce que vous voulez, de rendre compte effectivement aux participants de ce qu'on a fait. Et effectivement de façon transparente. Alors, est-ce qu'on est totalement transparent? Je n'y crois pas. Hein. On a tous des préjugés, des implicites, des impensés en tête. Mais en tout cas, c'est la visée. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vais le dire très, très sincèrement, c'est pour ça que ça m'a plu, cette aventure, puisque avec Carte au débat et le Conseil de développement durable du Grand Nancy, tout de suite, on s'est entendu. On voulait faire en sorte d'expliciter le plus possible les tenants et les aboutissants de ce qu'on faisait. Et je crois qu'on y est parvenu, dans la mesure du possible, mais c'est déjà pas mal. Vous compreniez bien, alors, effectivement, les scientifiques et autres experts, hein, notamment des collègues, mais pas seulement, sont mobilisés au moment de l'analyse des contributions, mais pas moi. Moi, j'étais partie prenante dès le début de cette aventure. C'est un processus participatif, comme vous vous en doutez bien, et finalement, il y a un objectif engagé. Alors, qui ne correspond pas toujours à la sociologie que je fais par ailleurs, mais il faut accepter parfois aussi dans quoi on se met les engagements. Et finalement, un des engagements ici, c'est de motiver des décisions politiques, donc autrement dit de motiver aussi, pourquoi pas des politiques publiques, parce que c'était éminemment politique cette histoire, hein, avec Dominique Valk, hein, j'y reviendrai, qui a été le président du Conseil de développement durable du Grand Nancy, parce que derrière, il y a des députés qui peuvent nous suivre, etc. Hein. Cette méthode aujourd'hui, et je vous l'ai mis enfin en bas, elle a été labellisée. Hein. Mon université est entrée, j'ai envie de dire, dans le jeu. Elle a voulu nous protéger, elle a voulu en faire une licence. On en a fait une licence ouverte, Louis, des débats assez âpres. Et pour en faire une licence ouverte, pour en faire un commun accessible, pour pas que ça devienne quelque chose de marchand, parce que c'est exactement contraire à l'éthique et à notre état d'esprit, en tout cas celui qui présidait à ce que je vais dire après. Donc aujourd'hui, c'est une licence ouverte, c'est un commun accessible. Et l'objectif, effectivement, c'est à nouveau dans la mesure du possible, hein, parce que personne n'est magicien en la matière, n'est-ce pas Mathieu, hein, mais de prendre en compte l'expertise d'usage. Alors je vous ai mis une petite note en bas de cette diapositive, ce qui renvoie à tous les débats sur la maîtrise d'usage. Moi, je suis sociologue urbain, comme je vous l'ai dit, et maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, on connaît bien, mais la maîtrise d'usage, c'est quelque chose qui n'est pas impensé. Les géographes l'ont pensé. Il y a un livre blanc de la maîtrise d'usage qui est sorti en 2021. Ce sont des architectes, mais on a du mal à la penser de façon collective, pluridisciplinaire et à la mettre en mots. Mais derrière l'ingénierie du sensible, pour moi aussi, il y a une volonté de mettre des mots sur la maîtrise d'usage. Je n'irai pas ici, ce n'est pas l'objet de ce séminaire, mais j'ai eu l'occasion de la développer un peu plus avec des bailleurs sociaux, notamment avec un bailleur social très engagé là-dedans. Alors, ici, on reviendra sur la notion de territoire vécu, mais la maîtrise d'usage, c'est aussi comprendre comment on habite le monde, mais comment on est habité par le monde, par exemple. Je n'irai pas plus loin, hein, parce que ce n'est pas l'objet de ce séminaire, mais c'est important quand même. Hein. On parle d'habitant, mais un habitant, il est aussi un habiteur, il est aussi habité par le monde. C'est tout cela, la maîtrise d'usage. Et bien sûr, on pourra y revenir dans la discussion. Et l'ingénierie du sensible participe. En tout cas, hein, mon regard de chercheur, bien évidemment, participe de cela. L'expertise d'usage peut devenir aussi une maîtrise d'usage. Ça veut dire quand même construire autrement, saisir autrement c'est quoi l'acte d'habiter, etc. Ça a des implications vraiment importantes et c'est pas certains d'ici le savent. Alors, il s'agit de saisir diverses sensibilités à travers des propos traçables, c'est-à-dire que, et on verra, hein, je vous décalerai tout cela, tout est tracé, c'est-à-dire on peut nous suivre. On peut nous suivre. C'est-à-dire si on prend toute notre démarche, eh bien, avec les mêmes questions, le même commanditaire, les mêmes analyses, on trouvera les mêmes résultats. Là, c'est mon éthique scientifique, hein. Louis, je te regarde, tu te rappelles, mais c'est absolument fondamental, ça. Et alors, moi, je ne suis pas à carte débat, hein, c'est important, hein, je
je ne suis pas dans l'affaire, dans le jeu, je n'ai pas d'action à carte débat, hein, voilà, pour bien que vous sachiez. Mais ce qui m'a plu tout de suite, c'est qu'effectivement, Louis et les personnes qui l'accompagnaient m'ont dit, mais effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Finalement, c'est saisir les tenants, les aboutissants de ce qu'on pourrait appeler des algorithmes qui vont être mis en place, des grilles analytiques numérisées. Du coup, ça répondait à un souci d'une éthique de la vérification et de la duplication. La duplication, là, effectivement, c'est pour qu'on reprenne nos analyses, qu'on les complète, qu'on les interroge autrement, qu'on interroge autrement les données qu'on a eues, etc. Mais éthique de la vérification, ça me paraît... C'est la suivante, non? Pas encore, je te dirais, Mathieu. Ça paraissait la moindre des choses. Alors, l'objectif ici, comme dans toute recherche, en tout cas à mes yeux, c'est de visibiliser, de rendre visible. Toute la question, c'est comment rendre visible et quoi rendre visible. Mais ici, il s'agissait de quoi? De rendre visible des saillances, des ambivalences, des tendances fortes, lourdes. En tout cas, c'est comme cela que l'on voit l'ingénierie du sensible à propos, à nouveau, de multiples paroles recueillies. Et finalement, ce qui préside à l'ingénierie du sensible au niveau de, comment vous dire, au niveau d'une éthique normative, voilà, je ne sais pas plus on peut l'appeler comme ça, mais ce serait une éthique de la disponibilité, ça rejoint Mathieu, effectivement, tes préoccupations, à la complexité de la parole citoyenne. Alors, on y reviendra ou pas, on verra bien, mais la parole, ce n'est pas le discours, bien évidemment, et la parole, ce n'est pas la langue. Hein. Je pense que vous le savez, mais j'insiste quand même là-dessus. La parole, au sens conceptuel du terme, et moi, j'ai toujours en tête ce livre de Claude Agege, L'homme de parole, qui date de 1985. Alors, je n'ai pas lu en 1985, hein, vous doutez bien, mais j'ai lu quand j'étais étudiant très rapidement, grâce à un de mes enseignants, et ce livre m'a complètement, je sais pas comment, informé, tiens, voilà, formé, et la parole est une mise en forme singulière du monde. La parole a quelque chose d'irréductible. Ici, on parle tous la même langue, le français. Aucun d'entre nous, bien évidemment, le parle de la même façon. Je me rappellerai toujours mes premiers cours à l'université. J'avais 600 ou 700 étudiants avec moi pour accepter. J'étais naïf, hein, personne ne voulait ces cours-là, bien évidemment. Et en plus, je faisais des dissertations, donc j'étais vraiment très naïf. Hein. Donc j'avais un paquet de dissertations sur mon bureau, mais ça m'a émoui et franchement beaucoup plu. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai. J'ai donné le même cours, exactement le même cours. En plus, à l'époque, je dictais beaucoup plus mes cours à 650 étudiants. J'ai 650 copies, il n'y en a pas une qui est la même. Hein. J'avais vraiment des actes de parole devant moi. Et je trouvais ça merveilleusement beau, en fait, pour tout vous dire. Donc, je dois pas être comme tout le monde, des fois, ok. Mais donc, ce n'est pas du discours institutionnel, ce n'est pas du discours labellisé, ce n'est pas du discours pré-formaté, etc. Et c'est surtout pas la langue. Donc, la parole, ici, c'est fondamental. Absolument fondamental. La parole, la prendre en compte, c'est éviter de réciter l'autre à sa place et de façon a priori. On récite toujours l'autre. Et toute la façon de savoir comment on le récite et à partir de quoi. Moi je suis sociologue. Hein. Moi, je passe ma vie à interpréter, à réciter l'autre, finalement. Mais comment on le fait? Sur quoi on se fonde? Et ça, c'est la grande question. Hein. Moi, je commence à vieillir. Des fois, je me dis, je me suis vraiment... Des fois, j'ai un étudiant, je suis un vieux con. Je me sens ni vieux ni con, d'ailleurs. Mais ça fait comme 25 ans que je fais de la recherche, mine de rien. Et ces questionnements-là sont des questionnements qui sont parfois un petit peu angoissants, mais réjouissants. Mais c'est quand même ça, la question. Quand on interprète des données, quand on leur donne du sens, on le fait à partir de quoi? Et on y reviendra. Une donnée, elle est donnée. Alors, comment on la donne? C'est pas de moi, hein, c'est de la plantine, ça. Toute donnée est donnée. Qu'est-ce que c'est beau, ça? Alors, comment on la donne? Waouh, super question, ça. Et je vous ai mis après, il n'y aura plus de grands passages comme ça. Hein, quand je vous montrerai les coulisses du journal de bord analytique, je suis revenu à des standards, pas lointains, ce qu'on vous dit de faire d'ailleurs. Mais vous voyez, parce qu'on a mis, quand on avait écrit ça collectivement, mais moi ça me parle beaucoup, hein, ce qu'on avait fait, donc je suis cohérent, on est cohérent, je suis cohérent avec moi-même sur ce point en tout cas. Donc motiver des décisions politiques au regard de l'épaisseur et de la sensibilité des paroles obtenues patiemment. On est toujours pressé dans le monde de la recherche, hein, de plus en plus. Hein, c'est assez catastrophique. On ne réfléchit même plus à l'esprit et à la philosophie qui préside à l'appel au projet, d'ailleurs, qui sont hyper normatifs anthropologiquement parlant. C'est un autre débat, mais aujourd'hui, il n'y a que l'étude des besoins. Hein. Le mot besoin, il a beaucoup plus d'impensé. C'est assez déroutant et on doit répondre à ça dans le mois qui vient, etc. Moi, dans mes messages, je fais ça tout le temps et j'ai dit on va faire un séminaire et on va faire un séminaire la philosophie des appels à projet. À un moment donné, on est comme à l'université. Si on ne fait pas ça à l'université, on ne le fera nulle part. Mais voilà, le faire patiemment, c'est-à-dire discuter collectivement, ne pas toujours être d'accord, prendre le temps,
et puis laisser quelques jours, dans de tête, les choses macérer, maturer comme vous voulez, et puis de se dire là, ouais, peut-être que c'est comme ça qu'il faut le faire. Derrière cela, il y a effectivement, donc là je suis en train de vous dire la philosophie finalement qui préside à l'ingénierie du sensible. On a tous nos postulats, hein, nos anthropologies plus ou moins cachées, implicites, etc. On a tous nos philosophies en tête. Donc là, c'était pour vous faire comprendre la philosophie de l'ingénierie du sensible. Il me semble qu'avec Carte au débat et avec Dominique Valls, parce que c'était lui notre interlocuteur au C3D de Nancy, donc au Conseil de développement durable de Nancy, c'était une philosophie qu'on partageait. Et donc moi, je me rappelle très bien quand je vous ai dit je pars avec lui. Parce que ça m'allait. Et ce que j'avais en tête aussi, puisque à l'époque, je venais tout juste de lire le livre de Dominique Cardon, Aquarelle, les algorithmes, si je me rappelle bien, hein, au Seuil en 2015, c'est à peu près ça. Et en fait, moi, ça me plaisait, parce que moi, je suis très loin du numérique. Hein, peut-être que je vais tenir des propos, vous allez vous dire, il est vraiment sociologue, lui. Hein. Mais quand même, Aquarelle, nos algorithmes, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et pour tout vous dire, et ça m'a beaucoup plu. Moi, j'ai dit à lui, à Carte au débat, si on fait un algorithme ensemble, c'est une grille d'analyse, quoi. Hein. Alors, moi, j'appelle ça un algorithme, je ne sais pas si on peut appeler ça un algorithme, moi, il me semble que tu l'appelles comme ça, lui, mais si on fait une grille d'analyse, hein, qu'on la maîtrise de bout en bout, et qu'on est capable de la rendre, et de la rendre commune, c'est-à-dire de dire pourquoi ne telle ou telle donnée, on dit à quoi rêver notre algorithme. Et moi, ça me plaît. Parce qu'à la même époque, et je m'en rappelle très bien, et c'était un combat, parce que c'est ça qui m'animait, hein, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure. Moi, ce qui m'animait, c'est qu'on avait demandé, je ne sais pas si tu te rappelles, Louis, mais tu t'en rappelles très bien, on avait demandé lors du débat, de débats citoyens, lors des Gilets jaunes, etc., on avait demandé de savoir d'où venaient les données qu'on nous présentait, qui venaient de start-up, hein, que tu connais mieux que moi. Et on nous a toujours dit non. On ne sait pas d'où viennent des données. Et derrière, il y a une boîte noire. Ce qui est, pour moi, je vous dis clairement, totalement insupportable. Parce que de toute façon, c'est peanuts. Si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est peanuts. Ça ne sert à rien. Parce qu'on sait très bien qu'il suffit simplement de changer un ou deux mots, qu'il suffit de ne pas tenir compte d'un axe analytique, etc. Et donc même d'invisibiliser des dimensions sociales, sociétales, tout ce que vous voulez, les invisibiliser et de légitimer cette invisibilité. Ça pose question. Et ça renvoie à des angoisses plutôt heureuses de chercheurs, hein, mais des fois un peu moins heureuses. Et moi-même, quand je retourne dans certains questionnaires qu'on a pu faire, je vous disais ce matin, hein, mais je me dis, mais quelles questions on n'a pas posées? Pourquoi croyons-nous que les questions que nous posons sont forcément celles que les personnes qui nous intéressent se posent? Quelles questions, ça? Enfin, moi, je trouve ça génial de se poser ces questions. Et du coup, est-ce que moi, en tant que chercheur, je n'ai pas participé de façon légitime, parce que je suis un chercheur et que j'ai comme une institution dans le dos qui s'appelle l'université, et que je n'ai pas participé à l'invisibilisation de certaines dimensions de ce que vivent les gens? Et si c'est le cas, alors là, je faillis à ma tâche, quoi. Donc, alors, je ne vous dis pas à nouveau qu'il n'y a pas de perfection, etc., mais du coup, par rapport à des questions qu'on se pose, à une problématique, etc., à déviser, les questions qu'on pose aux gens, elles viennent d'où, etc. Et l'ingénierie du sensible, me semble-t-il, ça en verra en partie, en tout cas, peut nous aider à aller plus loin dans ce sens. Mathieu, là, on peut avancer. Du coup, il a fallu qu'on formalise les choses, et on a proposé une définition de l'ingénierie du sensible. Alors, pour vous dire, à nouveau, j'aime bien l'esprit d'un séminaire. Hier soir, j'étais encore dans mon bureau tard à la MSH. Et je savais que je vais pouvoir dormir un peu dans le train ce matin. Donc, je me suis dit, tu peux te coucher tard. Et je suis retourné dans le journal de bord analytique. Et Louis, je ne sais pas si tu le sais, la définition, là, qu'on a posée, moi, je ne m'en rappelais plus du tout. Elle était posée dans notre journal de bord analytique. Lorsqu'on discutait, que je tapais ce journal de bord, on avait quasiment posé cette définition. Je ne m'en rappelais plus du tout. Et en fait, quand on l'a reprise ensemble, on l'a très légèrement toiletté. Mais c'est-à-dire que dans le feu de l'action, quand on était vraiment sur le terrain, en train de se poser plein de questions, on avait posé cette définition d'ingénierie du sensible, qui, en tout cas, moi, me semble tout à fait. Alors, je vous laisse lire. Hein, et la fin, hein, c'est tout le spectre des conditions de vie, des pistes et des orientations qui font sens à une majorité de personnes, dans le cadre d'une recherche, bien évidemment, d'une commande, d'un questionnement. Je pense que tu es décalé par rapport à nous. Ah, pardon. Enfin, ce que tu affiches, en fait, c'est.
Depuis tout à l'heure, il me semble bien. C'est bon, ça y est, pas sous les yeux. Ouais, là, c'est bon. Donc c'est bien celle-là qui est Ouais. cachée. Pas celle-là. Ouais, c'est ça. C'est le piège. Merci Mathieu. Ouais, c'est le piège. Merci Mathieu. Il me semblait que Oui, ça n'allait pas. Excusez-moi. Mon sens à une majorité de personnes, à commencer par celles dont la légitimité dans le rapport à soi et aux autres est contrariée. Et en fait, l'ingénierie du sensible, si elle permet des prises de parole à celles et ceux qui sont habitués à donner le ton dans les débats, ben, ce n'est pas la peine d'y aller. Il faut le dire clairement, moi je crois que j'avais dit à Louis et à Dominique Val, on va perdre notre temps, autant faire autre chose. Comment, qu'est-ce que vivent et comment perçoivent leur territoire, les personnes qui ne se sentent pas suffisamment légitimes pour s'exprimer? Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Qu'est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'elles vivent? Ça, c'est une vraie question de sociologue, ça. Qu'est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Qu'est-ce qu'elles se représentent? Qu'est-ce qu'elles ont exprimé? Qu'est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'elles ressentent? Quels ressentiments ont-elles éventuellement, etc. Et on le verra, on y reviendra, c'est un point délicat. Je sais que certains d'entre vous, vous attendez que je précise un peu les choses. J'essaierai. Hein, on a parlé, durant l'exemple que je vais prendre juste après, d'un corpus significatif, plus que représentatif, à partir duquel on a travaillé et qui a été construit à partir de différents formats d'expression. La notion de format, je la reprends de la sociologie pragmatique. Hein. Vous parliez de format, de cadre, de cadrage, peu importe ici. Et on a tenu donc à multiplier ces formats d'expression, et c'est tout le sens, à mon avis, d'une ingénierie du sensible. Par exemple, on le verra dans l'exemple dans ce qui va suivre, sur Cartodébat, sur la plateforme numérique, il y avait bien sûr de l'écrit, mais on a retranscrit des propos oraux de personnes qui ne savent pas parler français, par exemple, ou qui le parlent très mal, ou qui ne l'écrivent jamais, parce qu'elles sont à la rue. Pour nous, c'était fondamental. Alors, on était à Nancy, hein, donc on avait des relais un peu partout. On a retranscrit des émissions radio faites dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, etc., ou ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a mixé oral et écrit. Et je ne vais pas développer ici, parce que je n'ai pas le temps, mais Jacques Dill a écrit un magnifique livre sur la raison graphique dans les années 70. Hein. L'écriture a une raison. L'écriture objective. Et comme elle est objective, elle fixe et elle fige. Quelle prise on a, encore une fois, sur l'écriture, surtout quand je ne la maîtrise pas. On demande à beaucoup de personnes aujourd'hui de prendre leur vie en main, mais quand on leur envoie des missives écrites au ton combinatoire, quelle prise elles ont? Qu'est-ce qu'elles peuvent prendre en main? C'est écrit, c'est figé. Et je me rappellerai aussi toujours de la leçon de Richard Hogarth, hein, qui nous dit dans La culture du pauvre, les classes populaires sont celles qui s'engagent le plus dans les rapports oraux parce que ce sont quasiment les seuls rapports qu'elles peuvent maîtriser. Pourquoi? Parce qu'on peut, comme dit Pierre Bourdieu, on peut parler avec sa gueule, quoi. Et on peut dire ce qu'on pense. Moi, je te dis tel mot, mais moi, ce mot-là, je vais te dire comment je l'entends. L'oral permet la négociation en face à face, en direct. Donc, de prendre des choses en main, d'avoir une prise, de pouvoir prendre quelque chose. C'est pas rien, ça. Hein, quoi. Tous les entretiens que moi j'ai pu faire dans ma vie, le mot prendre sa vie en main, prendre le temps, c'est qu'on peut prendre quelque chose. Hein. Et là, on avait de l'oral et de l'écrit, et c'était fondamental, ça, absolument fondamental. On avait aussi des personnes se sont exprimées à titre individuel, d'autres à titre collectif. Moi, je représente un collectif. Certaines se sont exprimées de façon spontanée, d'autres ont pris le temps, c'est très réflexif, c'est posé. D'autres s'exprimaient avec une échelle globale, des propos très, parfois même lunaires, mais peu importe, en fait, c'est lunaire, c'est même un jugement moral, on s'en fout en fait. Est-ce qu'ils sont lunaires pour eux? Non, ils font sens. Et puis, des fois, une échelle beaucoup plus locale, etc. Donc, il s'agissait de prendre la mesure de tout cela, donc de multiples sensibilités. C'est ça qu'on entend par ingénierie du sensible. Alors, ici, moi, je vous ai mis d'habitants et d'acteurs du territoire, parce qu'en fait, j'ai un tropisme, hein, clairement, dans sociologue urbain, mais ça peut être Valentin, puisque tu es en face de moi, eh bien, ça peut être bien évidemment d'acteurs d'une métropole, dans un champ considéré, d'éducation populaire, pouvoir des grandeurs, des justifications morales, etc. Moi, hier soir, ce matin, dans le train, quand je me suis relu, je me suis dit, ah là là, tout de suite, je suis allé un peu trop vite. Je rêvais de beaucoup plus général. Mais là, on va y aller parce que la commande, nous, c'était un C3D, un concept de développement. Donc, c'était territorialisé, c'était localisé. Et il y avait une commande et on va voir laquelle. Donc, nous avançons. Voilà, là, on est tout bon. Donc, je vais vous proposer, et ça passe très vite, hein, donc j'ai bien l'heure en tête, on va prendre une demi-heure pour revenir sur un exemple précis de mise en application de l'ingénierie du sensible. Et il y avait déjà une dynamique à lancer au sein de ce Conseil de développement durable. Donc, il y avait une commande
Alors, je ne viens pas sous la demande-commande, hein, on a traduit la demande en commande, nous, hein, mais là, je n'ai pas le temps non plus. Mais donc, il y avait une commande du Conseil de développement durable du Grand Nancy, de Dominique Valk, hein, disons les choses. Il nous dit, voilà, on est en plein confinement, hein, je m'en rappelle très bien. Il dit, Hervé, on veut identifier, avec carte au débat, tu connais Louis, tu nous connais, identifier les grandes métamorphoses travaille la société française au moment du Covid-19. Les métamorphoses, hein, qu'il travaille profondément, hein, comme une poutre qui travaille, vous voyez, quelque chose qui travaille profondeur. Je lui dis, c'est hyper ambitieux ce que tu veux faire. Et là, je lui dis oui, et à nouveau, je ne sais pas, je me dis, oh là là, quand j'ai raccroché, pourquoi tu as dit oui, quoi. Mais il me dit, on veut collecter les ressentis et les territorialiser, c'est extrêmement ambitieux. Et il y avait un objectif. Et il a été réalisé, hein, cet objectif, écrire un livre blanc des métamorphoses pour interpeller les politiques. Et nous avons rédigé un livre blanc des grandes métamorphoses. Alors, grandes métamorphoses, c'est un pléonasme en fait, hein, parce qu'on pense qu'elles sont grandes, ce sont des métamorphoses qui traitent la société, mais pour interpeller les politiques. C'est ce qu'on a fait, et c'est monté même à Bruxelles, etc. On n'a pas changé la face du monde, mais en tout cas, on a pu dire aussi, selon notre méthode, selon les données, etc., nos résultats et ce qu'on en pensait. Et Dominique Valk, ensuite, a repris le volet, hein, le volet politique, par exemple, le relais. Hein, lui, c'est aussi un politique, ce que je ne suis absolument pas. Hein, donc, lui, il est allé voir des députés, il a démarché, etc. Donc, moi, j'ai comme présenté cela en tant qu'universitaire, en tant que sociologue, ces travaux devant des conseils métropolitains, etc. Mais je n'ai pas fait de politique à proprement parler. Je suis assez weberien là-dessus pour m'en sortir un peu, quoi. Je pense qu'à un moment, il faut aussi un peu distinguer les choses. C'est très compliqué. Voilà, mais bon, chacun s'en sort un peu comme il peut, en fait. Hein. Pour comprendre les métamorphoses, pardon, qui travaillent la société française dans ce moment historique quand même très particulier, on était tout un collectif. Carte au débat, Dominique Valk, deux chargés de mission qu'on connaissait très bien, qui sont très ouvertes à plein de choses et qui connaissaient bien le contexte local, qui avaient aussi une connaissance de la sociologie, entre autres. On s'est mis autour de la table et on s'est dit, on peut proposer pour constituer cette plateforme numérique sur laquelle on va s'exprimer, sur laquelle beaucoup peuvent s'exprimer. On va leur proposer de grandes thématiques et problématiques. On va les voir juste après. On va aussi, et là c'était ma contribution, hein, partir de l'échelle du territoire vécu. Moi, je me rappelle très bien, je disais à Dominique Valk, il faut qu'on comprenne pas seulement le territoire, mais la territorialité. La territorialité, c'est effectivement ce qu'on ressent sur un territoire, c'est comment on s'y projette, c'est ce qu'on y vit. Le territoire, il est objectif, ce sont des indicateurs, etc. Mais on peut faire plein de choses positives d'un point de vue politique et d'un point de vue institutionnel sur un territoire. Et infiniment de respect pour tout ça. Et pourtant, il y a un ressenti extrêmement important. Un exemple tout simple, il n'y a pas longtemps, je vais en Saône-et-Loire, et puis on me dit, Monsieur Marchal, on ne comprend pas. Vous verrez tout ce qu'on a mis en place sur notre territoire, c'est incroyable. On a pallié toute la destruction des emplois industriels en 20 ans, ce qui est vrai. On a pallié tout cela. On a construit des crèches, etc. Dans le ressenti. Je leur dis, et on travaille ensemble, je leur dis, vous confondez territoire et territorialité. Vous avez une perception assez claire de votre territoire et des indicateurs. Le problème, c'est que le territoire tel qu'on le ressent dans ses tripes, comment on se projette dessus, qu'est-ce qu'on y dépose au niveau de nos souvenirs, de nos fictions identitaires, de tout ce que vous voulez. Là, il faut construire une autre méthode. Donc, nous, là, c'était le territoire vécu à accéder à ça, à la territorialité, donc à ce territoire ressenti, etc. Moi, mon auteur des références, ici, c'est Henri Lefebvre, hein, si vous voulez, hein, conçu, vécu, etc. Quoi. Et puis, collectivement, hein, on s'est dit, tiens, ce serait bien aussi que des personnes lui déposent des témoignages. Pardon, je suis désolé, il faut vraiment que je pense être en phase avec toi. Je suis vraiment désolé. Des témoignages et des récits. C'était trois grandes problématiques. Et là, il ne faut vraiment pas que je la rate, celle-là, parce que voilà comment se présentait. Voilà comment se présentait la plateforme. Là, il y avait déjà des contributions. Hein. Alors, je regarde Louis, hein, moi, le monde des développeurs, avant de te connaître, Louis, je ne connaissais pas, moi. Hein. Une start-up, c'était qu'un mot pour moi, hein, d'accord. Donc, j'ai découvert tout cela, hein, grâce et par la cause, hein, grâce à toi et à vous. Et voilà comment ça se présentait. Donc, on avait nos grandes problématiques et thématiques. Agriculture, liberté, santé, environnement, économie, travail, démocratie.
Ça faisait écho aussi derrière à nouveau, hein, il y a un commanditaire, hein, c'est un conseil de développement durable. Ça correspondait aussi, grosso modo, aux grandes problématiques qu'entendent traiter les conseils de développement durable et la coordination nationale des conseils de développement durable. Au centre, on a mis comment vivez-vous la période actuelle dans votre territoire? Là, c'est le territoire vécu. Qu'est-ce que vous vivez sur votre territoire? Et en bas à droite, d'autres sujets importants qui me parlent, on peut y aller. On peut mettre des témoignages, des récits. Voilà. Ici, une infirmière qui va nous raconter ce qu'elle vit à l'hôpital. Là, quelqu'un qui va nous raconter comment il fait du jardin dans son pavillon ailleurs. Quelqu'un qui va nous raconter sa solitude, etc. Donc voilà comment ça se présentait. Alors, il y a des choses qui sont améliorées. Hein. On a réfléchi au coût d'entrée. Pas du tout évident. Là, vous avez les personnes qui s'expriment en vert, hein, qui interagissent avec d'autres. Là, ce sont les contributions. Hein. Donc, on a plusieurs couronnes. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on n'est pas d'accord, etc. C'est un outil, carte au débat. Ce ne sera jamais parfait, hein, du coup, parce que la perfection, bah, c'est un autre registre. Et donc, moi, j'ai toujours été un petit peu inquiet du coût d'entrée sur la plateforme. C'est pour ça qu'après, on a multiplié les formats d'expression. Mais une fois qu'on est familier avec cela, pour moi, aujourd'hui, c'est extrêmement clair. Mais voilà ce qu'on a présenté. Alors, je continue. Et là, il ne faut vraiment plus que je rate les diapositives. Vraiment, excusez-moi. Je voudrais revenir quand même. Hier soir, je me disais, mais il faut vraiment que je vous dise l'esprit de la démarche. Parce qu'il y a la présentation de la démarche. C'est comme les lois, hein. Il y a l'esprit des lois, hein, on sait tous, mais il y a un esprit de la démarche. Comprendre les métamorphoses qui tiraillent la société, qui se jouent à un moment donné de l'histoire humaine, c'est visibiliser deux types de sensibilités. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais en tête, en tant que sociologue. Des sensibilités émergentes, inédites, qui sont invisibles, et des sensibilités permanentes. Côté durkheimien, il faut dire qu'elles sont durcies. En fait, se cristallisent de multiples façons. Et clairement, ici, j'ai fait une petite erreur, hein, j'ai mis s'agir, je l'ai vu ce matin. Il s'agit d'un accompagnement, c'est la seule coquille que j'ai vue, hein, toujours, je me dis mal, comment c'est que tu passes à côté de ça. Il s'agit d'un accompagnement sociologique, d'une démarche participative, c'est important ça, hein, initiée par une institution clairement identifiée, c'est-à-dire non neutre politiquement. Il faut l'assumer. Valentin, je me permets, je suis très content que vous soyez là, c'est super. Parce que Valentin est en tête de CIFRE avec moi, carte débat, la métropole de Lyon. Et c'est pas évident, un CIFRE à comprendre parfois pour les étudiants. C'est pas non plus évident pour nous, enseignants-chercheurs, hein, on est d'accord, hein, c'est pas toujours évident. Hein. Mais il faut l'assumer. Là, il y a un commanditaire qui est absolument pas neutre politiquement, hein, le Dominique Valls, qui est très engagé politiquement sur des points. Dire, je vais être très clair, ça m'allait. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça m'allait. Ce qu'il propose politiquement, ça me va. Sinon, je ne serais pas à ses côtés. J'ai rien d'autre à dire, moi. Je vais me dire, mais alors, c'est engagé, moi je l'ai accompagné sociologiquement, méthodologiquement, pour que les propos soient appuyés, forts, qu'ils soient rigoureusement donnés, établis, que les résultats soient rigoureusement donnés, pardon, et que les propos soient étayés. Mais voilà, il faut l'accepter, l'assumer. C'était un peu nouveau pour moi, mais à un moment donné, peut-être que je vieillis, je ne sais pas, mais je me dis, Hervé, bah vas-y, quoi. Peut-être qu'il y a 15 ans, je n'y serais pas allé, mais non, un peu plus de neutralité axiologique, on verra. Comme quoi on change notre vie de chercheur. Hein. Voilà, ça a posé problème. Hein. Pour tout vous dire, moi j'ai téléphoné à mes doctorants, à mes postdocs à l'époque. Il y en a un qui a claqué la porte. Et quand je lui ai claqué la porte, il a claqué la porte. Voilà. Punaise, il était virulent. Hein. Il m'a dit, ah oui, etc. Parce que, on va tout dire, hein, si on est en séminaire, parce que faire au débat, c'était du privé, c'était, alors je sais pas, moi, le grand capitalisme, j'en sais rien, et j'étais très peigné par ça, hein, mais je lui dis, tu sors, c'est pas possible, tu ne peux pas me parler comme ça, tu ne peux pas tenir ces propos-là, on a une éthique, je ne peux pas du tout parler au nom des autres, mais en tout cas, je peux vous dire, je vais dire très, très clairement, et lui, tu t'en rappelles, ça c'est clair, on a commencé à travailler avec le site 3D, là je vais vous dire notre budget. Zéro. Dominique Valls, il me dit au téléphone, je me rappelle avec toute ma vie, il me dit Hervé, tu sais qu'on n'a rien là. Je dis c'est pas grave. Moi je suis chercheur, moi je suis payé par l'État, ça va, hein. Donc moi j'ai la partie facile. Hein. Moi j'étais en plein Covid, j'étais confiné, mais je gagnais, moi j'avais même pris mes primes de recherche et tout. Moi, donc le moins qu'on puisse faire, c'est faire de la recherche quand même. Et donc je dis, mais par contre, comment tout et tout,
Il me dit, je sais pas. Alors moi, je téléphone à des gens que je connais bien, quoi, hein, des gens que j'ai suivis, qui sont docteurs, et que la plupart m'ont suivi. Il y en a un qui m'a suivi, mais pas longtemps. C'est comme ça. Donc, ça n'a pas toujours été simple, hein, tout cela. Et ensuite, voilà comment ça se présente. Quand on va sur la plateforme, là, c'est quand on veut apporter une contribution. Et Louis nous a toujours dit, ce qui est très important, c'est qu'on, c'est pas uniquement des likes que j'aime ou j'aime pas, et puis où on ne s'inscrit pas. Quand on va sur la plateforme, alors il y a certainement un coût d'entrée, euh, et là, on n'était pas tous d'accord. Moi, je suis pas un geek, hein. Je suis pas. Donc, pour moi, il y a encore un coup d'entrée. Lui, il le sait très bien, de toute façon, mais de toute façon, il y aura. Mais là, on y va, on contribue, on interagit, etc. Ça rejoint tout ce qui a été dit ce matin, mais la plupart n'étaient pas là, donc je ne vais pas y revenir. Mais effectivement, comme on s'y retrouve aussi là-dessus, lorsque c'est très vaste, etc. Mais là, il y avait des grandes, vous vous rappelez, des grandes problématiques, des grandes thématiques au début, hein. Donc, on pouvait aller sur alimentation, santé, liberté. Et ça a bien matché, ça, en fait. Et personne ne savait où ils étaient. Puis certains nous ont raconté leur territoire vécu, ce qu'ils vivaient. Ça, c'était top, hein. Et on a eu de super témoignages, des récits de personnes. Alors vous allez dire, mais alors là, il est sympa, c'est Pipinette Rouge, lui, mais on est en plein dans l'écrit, quoi. Bien sûr qu'il faut savoir écrire, il faut argumenter, etc. Bien évidemment. C'est pour ça qu'après, qu'est-ce qu'on a fait? Et bien après, on a du contenu oral qu'on a retranscrit avec une, comment tu appelles ça, une community manager, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était un community manager c'est qui ça. allait dans des groupes Ça. sur Internet. Et les porte-paroles de ces groupes postaient, comme vous voyez ici, le groupe sur le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est des groupes gilets jaunes. Voilà, et on a multiplié tous les formats, en fait. C'est un format parmi d'autres. Et en fait, Dominique Valls doit trouver à l'époque, je pense, un peu d'argent pour lui dire, je ne sais pas, une adresse, comme team manager, elle a fait le job, hein, c'était top, hein. Elle était totalement convaincue avec nous. Et c'est incroyable, toutes les contributions qu'on a eues. Et là, il y avait des débats. On n'était pas dans l'argumentation, on était dans la réaction. On n'est pas dans le discursif, dans l'émotionnel. Vous voyez, c'était vraiment super. Donc là, on multipliait les formats. Ensuite, on s'est amusé à faire cette diapositive, je la passe. Voilà, et là, je vais vous faire entrer vraiment, alors même si on y était déjà, mais dans nos coulisses. On va dans la cuisine, là. Dans la cuisine où des fois on s'engueule, des fois c'est pas simple. Et c'est génial, hein, à nouveau un séminaire pour cela. On était parti et moi, j'étais pas à l'aise avec cette notion d'avoir un échantillon représentatif. J'ai enseigné comme des stats pas mal d'années dans ma vie, hein. Et on a, effectivement, faut imaginer, on est en plein Covid, etc. On a un webinaire avec la coordination nationale des conseils de développement, hein. Je vous ai mis les dates, hein, comme ça, on y est, hein, le 16 juin 2020. Et moi, j'avoue que j'ai chopé sur cette notion-là, parce que vous allez voir pourquoi après. Et je me dis, et c'est aussi, si on sait comment représenter un territoire avant qu'on le connaisse, on est en pleine contradiction, quoi. Précisément, on veut savoir comment on vit le territoire. Et on a la prétention de savoir qui le représente et quels sont les critères qui président à la représentativité. Je me dis, mais c'est pas ça qu'on veut faire. L'ingénierie du sensible n'est pas dans cet esprit-là. Au contraire, j'ai envie de dire, on ne sait même pas quelle est la bonne échelle territoriale. Moi, je ne sais même pas où s'arrête le bon territoire vécu, mais je ne veux même pas le savoir, en fait. Moi, je veux lire ce que disent les personnes. Moi, je vais simplement accéder à ce qu'ils nous disent à travers leurs paroles. Et là, Maurice Blanc, qui était un de mes professeurs à l'université de Nancy, qui a été ensuite à Strasbourg, qui est quelqu'un que je connais assez bien maintenant. Moi, je l'avais en cours et Maurice Blanc intervient dans le webinaire et dit, mais vous prenez les pieds dans le tapis, là. Vous êtes pris à nouveau, tout le monde est pris dans ce piège de la représentativité. Vous tombez dans ce travers, mais ce n'est même pas votre souci. Alors, moi, j'étais content, hein, qu'il dise ça, Maurice Blanc, et il nous dit, mais votre objectif n'est pas de réaliser une enquête représentative, mais de constituer un corpus significatif. En fait, je pense que c'est de lui, ou je me sens que c'est de lui, hein, il a dû dire comme ça, mais je me demande des fois si c'est pas moi qui ai marshalisé Maurice Blanc, vous voyez, hein, je me méfie, hein. Mais un ensemble de contributions à partir duquel il est possible de dégager du sens. Et là, c'est top. C'est la question du sens. Quel sens, effectivement, on donne à ce qu'on vit? Quel sens on donne à ce moment historique? Quel sens on donne à la société, etc. Quel sens? Qu'est-ce que je vis? Et là, une fois qu'on a dit ça, corpus significatif, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Mais pour nous, un corpus significatif avait quand même une visée de représentativité. Il n'est pas représentatif, mais on avait une visée de représentativité en multipliant les formats d'expression, en multipliant les sources de données, si vous voulez. C'est-à-dire, sur la plateforme, à nouveau, ont été mis
des propos qui venaient de multiples horizons. Multiples horizons. D'une émission, moi j'avais un copain qui avait fait une émission radio pendant 1 an sur dans un QPV, et on avait des femmes qui avaient participé à l'émission, etc. Et tout cela, on avait les accords, on a mis cela sur la plateforme. Et là, effectivement, ça devient un corpus significatif. C'est-à-dire un corpus quoi? Eh bien, on va avancer Mathieu sur l'autre, s'il te plaît, un corpus en tout cas, qui exprime et qui révèle, qui donne à voir finalement de multiples significations et de multiples sens qu'on donne à ce qu'on vit. Alors, hier soir, en préparant ce séminaire, je me suis dit, mais en fait, je vais profiter d'un séminaire, parce que je ferai jamais ça un colloque, hein, vous doutez bien, hein, de vous dire tous les atermoiements, les doutes qu'on a, qu'on n'a pas le temps. La plupart du temps, on n'a pas le temps. Et je me suis dit, je vais vous mettre des... Je ne vais pas tout vous lire, hein. Je ne vais pas tout vous lire, mais quelque part, c'est un commun, moi, ce que je vous propose là. C'est notre journal de bord analytique. En fait, j'ai décidé, c'était tellement compliqué la discussion qu'on avait, que du coup, j'ai un journal de bord analytique, ma foi, assez dense. Et des fois, je me dis, tiens, est-ce qu'on le publiera ou pas? Et hier soir, je n'avais pas prévu de le faire. Je me dis, mais il faut que je vous mette quelques passages. Et je vous les ai mis bruts. J'ai simplement corrigé les copies. J'espère que je n'ai pas oublié. Mais voilà ce que je notais. Et je vous ai même mis les dates. Je vous ai mis les dates. Donc là, c'était 15 avril 2020, etc. Et finalement, y a-t-il vraiment des publics plus représentatifs que les autres? C'est des questions qu'on se posait. Et si oui, à quel titre? Au nom de quoi? Selon quels critères? Quelles variables? Parce que derrière une variable, il y a une réduction de l'autre. Moi, dans ma vie professionnelle, en ce moment, je suis rédacteur en chef de Retraite et Société, et on va faire un numéro sur l'agisme. Nombre de politiques publiques dans ce pays sont faites à partir du critère de l'âge. On n'est qu'un âge. On n'est qu'un âge. Or, l'âge vécu, on s'en fout, au bas âge. Donc, on n'est qu'un âge. Tout le débat sur les retraites, on est rentré par l'âge. C'est assez désolant, hein. Et c'est ça la question. Donc, si on prend telle ou telle variable, nous, on va réduire identitairement l'autre à une identité sociale, finalement. Et c'est pas ce qu'on voulait faire. L'ingénierie du sensible, ce n'est pas ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas simple, hein, ce que vous êtes en train de faire. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Mais du coup, il fallait dans la territorialité et avoir des relais dans la territorialité. J'ai envie de dire pas. Vous voyez, c'est un peu ça l'esprit. Et là, c'est tellement la chance, c'est qu'en fait, on était tous de Nancy, et le Big Vat qui avait un réseau XXL pléthorique, etc. Donc, ça nous a immensément aidé, bien évidemment. Je vous ai mis en gras aussi. Voilà, et là, je me découvre, hein, je vous mets aussi, moi je vous le livre, hein, pour vous dire aussi, là, je téléphone à mon ami et collègue Jean-François Léger, qui est un démographe pour lequel j'ai un respect immense. Je dis, Jean-François, je m'en rappelle très bien, hein, je dis, Jean-François, dis-moi, on déconne, qu'est-ce qu'on fait Il dit, mais non, Hervé, non, parce que j'étais complètement paumé à un moment, hein, parce que je voyais qu'il y a des débats, là, il y a des débats, il y a la fatigue qui s'en mêle, on n'a pas un rond quand même à ce moment-là, il y a tout ça. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi, hein, faut être très clair. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Et Jean-François Léger me dit, mais non, toi, tu veux savoir le territoire vécu, c'est une méthode originale. Par contre, assume, et on verra après dans le journal de bord, assume que tu rentres par le territoire vécu. Et en fait, on savait la commune. Mais on n'a pas sacralisé l'appartenance communale. C'est pour avoir un repère. Mais on ne sait pas, nous, si la commune est le bon territoire. Oui, mais c'est des discussions qui étaient passionnantes. Moi, heureusement que je les ai écrites, hein, parce que ça serait parti dans ma petite tête, je ne sais pas où. Et donc, notre démarche ne se veut pas représentative, dans le sens où ce terme est un concept statistique et qu'en aucun cas, nous visons un chiffre précis et prédéfini de contribution censée être représentative. Et comme dirait Maurice Blanc, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. C'est fou, je me dis ça, hein, alors que échantillon représentatif, mais c'est quand même. Moi, j'aime bien, je trouve que la recherche, c'est ouvrir ses chakras, hein, être en formation, vous vous rappelez, hein, être informé en formation. Et là, à nouveau, l'esprit inhérent à l'ingénierie du sensible et donc la philosophie qui préside à cela, me semble-t-il, elle est dans ce journal de bord. Alors, je vous ai mis d'autres extraits, je suis désolé, hein, je vous ai mis des pâtés comme ça, mais quand même, je me suis dit, là, je vous mets mon journal de bord pour certains. Moi, je pense qu'il faut être sincère aussi quand on est chercheur, et qu'est-ce qu'on est en train de faire, hein. Il s'agissait donc, vous l'avez compris, d'éviter le piège du fétichisme de certaines variables. Et pour tout vous dire, chacun a ses références, mais moi, il y a un livre de Jean-Louis Fabiani, qui est sorti en 2017 sur l'héroïsme structuraliste de Pierre Bourdieu. Il a des passages, même s'il a été lynché sur Internet, bref, c'est assez triste tout cela, à mon avis, mais il a des passages sur le fétichisme de la variable.
Et Jean-Claude Passeron, dans le raisonnement sociologique, dans ses scolies, c'est compliqué, il y a 200 pages de scolies en 10. Donc, moi qui ai une mauvaise vue, en plus, il faut se taper comme des scolies. Mais il a comme des passages sur le fétichisme de la variable. Et ça, pour moi, c'est devenu central. Parce que moi, je pense que j'étais dans le fétichisme de la variable. J'ai isolé certaines variables et j'ai eu la prétention en tant que chercheur que ces variables-là étaient les variables clés. Mais qui je suis pour réduire à nouveau l'autre à quelques variables? Il faut le faire à certains moments. Moi, je peux construire encore aujourd'hui des indicateurs. Ça ne me dérange pas. Je l'assume, on sait pourquoi. Mais pas dans l'ingénierie du sensible. Vous voyez un peu? Ça qui me paraît important. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, moi j'ouvre mes chakras là, je ne sais pas comment vous le dire, voilà. Et je ne suis pas dans ma zone de confort, mais moi ça me dérange pas, je trouve que c'est aussi la vie d'un chercheur. Ça. Ce matin tu n'y étais pas non plus Mathieu, tu nous as parlé sincèrement, c'était super, c'est ça un chercheur. Si on ne doute plus, on ne cherche plus de toute façon, on n'est plus interpellé. Donc il y avait tout cela, et je ne reviens pas sur la parole et la langue, mais je vous ai remis en dessous une éthique de la disponibilité de multiples paroles, et rappelez-vous ce que je vous ai dit d'emblée, j'ai envie de vous le dire, de ne pas réciter l'autre a priori, on va réciter a posteriori. Mais on saura à partir de quoi? Quels sont les axes d'analyse qu'on a mobilisés pour répondre à quoi? Et les contenus sur lesquels on se fait. Ça va? On va froncer les sourcils, ça va? Quand on est enseignant, on est habitué à interagir, je me permets. Voilà, alors je vous ai encore remis, mais je ne veux pas tout remettre le journal de bord analytique, je vous ai encore remis simplement ce passage, mais en fait hier soir je me suis dit mais c'est pas possible, c'est trop bien, c'est génial ce journal de bord. Je vous laisserai prendre connaissance de tout cela, mais regardez un petit peu au-dessus quand même ce que je notais de manière très sincère. Laissez-nous un peu faire par le monde les autres au lieu de toujours vouloir faire le monde et croire que cette construction est la bonne. La science sociale se fait aussi ou surtout à partir de l'épaisseur des véhicules qui peuvent être bien sûr objectivés quantitativement, par ailleurs avec des limites assumées. Voilà, c'était mes mots à l'époque, mais je les assume et je vous les confie comme cela. Je ne sais pas, voilà, je sais pas si un jour j'allais le dire, le montrer dans un séminaire ou pas. Et là, on assume en dessous, donc suite à mes discussions avec des collègues, quand même, parce que comme des cultures avec nos pairs, l'inscription territoriale est déterminante, on l'a bien vu, on l'assume. Donc là, nous, ça avait le code postal. Donc on avait un territoire conçu qu'on isolait, qu'on avait délimité, déjà défini. Mais pour autant, il ne s'agit pas de faire de l'appartenance à une commune ou de l'identité communale, si vous voulez, une sorte d'identité sociale, en fait, plus significative que d'autres. C'est simplement un repère, une façon d'entrer aussi. Parce qu'il faut bien quelques repères. Mais il ne s'agissait pas à nouveau de fétichiser de quelque façon que ce soit cela. Et c'est l'esprit même en tout cas pour moi, de cette ingénierie du sensible. Il s'agit en fait d'être sensible, sur à quoi ce qui fait sens pour l'autre et ce à quoi on ne prête pas d'emblée attention. Voilà, bon, je vous laisse lire. On ne veut pas une définition du bon territoire en amont, de la bonne échelle territoriale. Quand même, vous voyez, sans être exhaustif, alors il faut délimiter un territoire. Alors, mais c'est quoi? C'est une ville, c'est le département, c'est la commune, c'est la nation, c'est l'Europe, c'est la Terre, c'est quoi? C'est quoi la bonne échelle territoriale? Si on a Greta Thunberg ici, c'est la Terre. C'est pas la commune. Et si on sort d'un nationalisme méthodologique, c'est pas la nation, c'est stupide. Donc, ça pose plein de questions, tout cela. Voilà, j'arrête avec mon journal de bord analytique, mais je prends le risque de vous le montrer. Et si vous pouvez être en colère, agacé par ce que je vous dis, l'important, c'est d'être gentil. D'accord, non, mais parce que de toute façon, on a tâtonné, là, il faut dire les choses très clairement. Donc, on a multiplié les formats d'expression, là, vous l'avez bien compris. Donc, Louis, je reprends ce que vous aviez très bien mis en forme. On avait ATD Carmonde avec nous, on avait des associations qui menaient des diverses opérations sur des territoires que moi je ne connaissais même pas. On avait l'enquête Eurométropole de Strasbourg, tout ça. En fait, Louis nous disait, Carte au débat nous disait, on veut de la donnée. Plus on a donné, plus c'est significatif. Amener de la donnée de formats différents. Et donc on a mobilisé le banc et l'arrière-banc, quoi. Et au total, on avait une somme de contribution importante. Et à nouveau, là-dedans, il y a de l'oral retranscrit sur la plateforme. Alors là, ce qu'on retranscrit, les débats oraux, etc. C'est un boulot hallucinant. On les a remerciés, je vais encore une fois, mais il faut, derrière Internet, on sait que derrière nos mails, il y a des petites mains en Inde. Aujourd'hui, là, on a eu des gens pour retranscrire. Il faut. Donc ça, c'était génial. Je vous ai remis en bas la définition de l'ingénierie du sensible, parce que, en fait, elle était sur cette diapositive. Louis, je l'ai laissée.
Parce qu'on était cohérent avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a toujours suivi cette définition qu'on avait posée finalement assez tôt, Louis. Mais peut-être que tu étais plus haut. Moi, j'étais plus dans mon truc. Hein. Peut-être que toi, tu avais un regard un peu plus éloigné que du mien sur cette définition. Alors, les questions, je vous les ai déjà posées, mais les questions qui se posent à ce niveau-là, oh là là, il y a 55 là. On avait commencé un peu en retard. Oui, Je pense. jusqu'à 10. Ouais. Comment donner du sens au fatras de données? Alors, je vous ai mis fatras. Ce mot est de Bronislaw Malinowski. Je trouve remarquable. Parce qu'on a des données, hein, Valentin. On a des données, Valentin. Hein, je regarde, mais tout le monde, mais je regarde mon doctorant, je me permets. Et c'est un tas de données qu'on a. Mathieu, tu le sais plus que quiconque. Hein. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait quand on a 60 entretiens, là qu'on a retranscrit? Je me rappelle dans ma thèse, moi j'avais, à l'époque, j'en avais tout imprimé. J'avais 100 entretiens, 1000 pages. Et alors là, le mot de Malinowski a toujours fait sens pour moi. On a un fatras de données. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment produire, ou mieux donner de la donnée? Que rendre visible, hein, quoi rendre visible, que rendre visible, quoi rendre visible, assumer ce qu'on veut rendre visible et assumer ce qu'on ne visibilisera pas. Il y a plein de choses qu'on ne va pas visibiliser ici. C'est pas grave, mais on le dit. On essaie. On essaie. On essaie. Comment construire du récit? J'ai cité l'autre, hein, vous vous rappelez, à partir de très nombreuses données. Pour qui, pourquoi? Alors, toutes et tous, mais Valentin, suite aux discussions qu'on a eues, cette discussion qu'on a tous ensemble, ben nous, et Louis l'a très bien rappelé ce matin, on avait un commanditaire. Il y avait une commande qui correspondait, la commande venait d'une demande sociopolitique. On a fait une commande ensemble, hein, on a traduit la demande en commande, hein, et c'est ça notre axe. Nous, on voulait identifier les métamorphoses. Ça va, hein, c'est fondamental. Hein. Moi, je dis souvent, quand on est perdu, il faut toujours se rappeler que c'est la question de recherche. Nous, la question de recherche, elle ne venait pas de moi, là. Elle est venue, mais moi, elle m'allait bien, cette question de recherche. Identifier les métamorphoses. Hervé, Louis nous disait Dominique Ball, nous, ce qui se joue aujourd'hui profondément dans la société française. Moi, j'appelais ça des métamorphoses. Le mot, moi, m'allait bien. Hein. C'était Robert Castel, vous savez, des métamorphoses, machin. Moi, ça me parlait bien, tout ça. Donc, Valentin, ils nous faisaient tous, mais c'est fondamental ça. C'est-à-dire que quand on fait aussi une thèse CIF, hein, eh bien, effectivement, derrière, on a aussi une demande, une commande. Et ce n'est pas du tout, au contraire, un reproche, je suis plus loin de cela. C'est vous faire comprendre l'esprit hein, d'un CIF. Il n'est pas toujours simple, mais nous, j'étais aussi dans un CIF, quelque part. Là, hein. Et du coup, alors, je vous ai fait une petite slide, je ne vais pas passer beaucoup de temps. On a découvert avec Louis, on avait fait un colloque, rappel, à Sciences Po. J'avais été malade. Décidément, Louis, tu me portes malheur parce que je vais venir ici. J'ai été malade 2 fois dans ma vie. 2 fois été Louis. C'est incroyable. Moi, je me dis, alors aujourd'hui, je me dis, je ne suis pas malade, je suis là. Non, c'est une blague bizarre, mais on avait aussi communiqué au data, à la semaine data SHS, à la maison de sciences de l'homme de Dijon. À l'époque, j'étais plus tout directeur. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait 60 personnes en CIO hein, et beaucoup de personnes du numérique. Et pour tout vous dire, je me suis dit, on va se faire totalement lyncher. Et en fait, non, que ce soit Sciences Po ou lorsqu'on a communiqué à ce colloque de grande envergure, eh bien, il y a eu des discussions passionnantes, mais vraiment passionnantes. Pour tout vous dire, moi, j'allais vraiment sur la pointe des pieds parce que quand même, à nouveau, je ne veux pas faire le malin. Le numérique, c'est comme pas je ne suis pas familier avec ça. Moi, je ne suis pas un sociologue du numérique, etc. Même si, de fait, je deviens un petit peu. Mais on avait découvert ce livre-là de Christophe Lejeune et ça rejoignait l'esprit de ce qu'on voulait faire et la philosophie qui nous animait. Alors, Louis, hein, tu te rappelles, hein, on avait mis quelques passages, c'est toi qui avais mis ces passages-là, ça m'allait bien. Moi, ça m'allait très très bien. Hein, expliciter toutes les démarches de son déroulement, hein, page 29, encoder une activité, pardon, l'étiquette entendue comme une brique d'une théorie en cours d'élaboration, du parle de codage et d'encodage. Hein. Alors, c'est votre langage à vous, moi, j'ai appris tout ça à vos côtés, hein, les développeurs. Effectivement, on code, mais on va taguer après, on va stabilover finalement, hein, mais on va coder le contenu. La question est de savoir comment on code, pourquoi, pour qui. Pourquoi, pour qui. Là, créer des étiquettes, nous dit-il, on peut avoir d'autres mots, mais en tout cas, tout ce qu'il nous disait correspond bien à notre esprit. Puis alors, c'est juste là, il ne s'agit pas de catégoriser pour classer, mais de catégoriser pour comprendre. Alors, pour comprendre, lui, nous dit-il, les actions observées et relatées. Nous, ce n'était pas cela. Nous, ce n'est pas cela. Vous, Valentin, c'est encore autre chose. Comprendre un champ d'acteurs dans l'éducation populaire et des grandeurs, tout ce que vous voulez. Nous, c'était comprendre ce qu'on vit durant le Covid sur des territoires. Notamment, c'est ça qui m'intéressait parce qu'on était confinés. Donc, forcément,
On était bien territorialisé, extrêmement territorialisé, parce qu'on était comme en confinement. Donc, qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là? Pour comprendre. Et ça, c'est pas rien. Hein. Je me permets ici, mais les sociologues se font taper dessus parce qu'on nous dit, quand je dis on nous dit, c'est nombre d'acteurs politiques et ça va de droite à gauche, de gauche à droite. Hein. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Hein. Les sociologues, vous passez votre temps à excuser. Et alors moi, ça m'hallucine, ça. Mais comprendre n'est pas excuser. Moi, je suis intervenu en prison. Il y a 2 ans, j'ai écrit un bouquin, Les détenus et le sociologue. J'ai mis 150 pages d'un entretien, une extension sur quelqu'un qui a tué, qui a violé. Bah, moi, je ne suis pas là pour l'excuser. Moi, je m'en fous de ça. C'est pas mon problème. Simplement, j'ai envie de comprendre, moi. Ce qu'il vit depuis 33 ans en prison. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas là pour juger, ni excuser, ni approuver, désapprouver. Mais ce n'est même pas la question. Enfin, c'est incroyable. Et nous vous dit, les sociologues, vous excusez. Mais moi, quelqu'un raye ma bagnole, ça m'énerve. Moi, j'excuse pas. Alors, moi, j'excuse personne. Donc, je m'en fous. Par contre, je peux comprendre. Non, mais voyez, c'est important de rappeler ça. Hein. C'est pour comprendre. Et on peut comprendre Hitler sans excuser. Donc, je ne comprends pas ce discours. Et vraiment, les politiques sont dures avec nous, hein, très très dures. Hein, et il n'y a pas de sociologie. L'excuse, c'est pas vrai. C'est pas vrai, quelles que soient les écoles sociologiques. Voilà, il n'y a quelques dérapages, mais franchement, c'est vraiment, enfin, je ne comprends pas. Donc, c'est exactement ce que nous dit, ce que dit notre collègue. Et là, eh bien là, je vous emmène, donc je regarde l'heure, mais c'est voilà, c'est bien, on aura le temps. En fait, j'ai prévu trop long, hein, mais c'est pas grave. Là, je vous emmène dans le sein des saints, quoi, le cœur du directeur, on est dans la cuisine de la cuisine. On a une commande. Et là, comment on va taguer? Comment on va produire de la donnée? Eh bien, moi, je dis à Louis, à Dominique, on est collectivement réunis. Hein. On va distinguer le fond et la forme. C'est important de savoir la forme. Vous vous rappelez, ingénierie du sensible? Des fois, on argumente. Des fois, on est dans l'émotionnel. Des fois, on est dans la prescription morale. Et moi, je leur dis, il faut qu'on sache la nature formelle, si vous voulez, les ontologies formelles, hein, si vous voulez un mot de philosophe, des modes d'expression. On en a dégagé 4, parce qu'en fait, on a commencé à analyser les données pour savoir si empiriquement, on ne déconne pas, si on n'oubliait pas des choses. Donc ici, on est dans l'émotionnel. Il y a clairement des propos, c'est purement émotionnel. Je ne suis pas d'accord, etc. Plein de points d'exclamation, etc. On a des fois du descriptif. Pas beaucoup, mais du descriptif. On nous décrivait ce qu'on vivait. On a eu de l'imaginaire, on a eu des préconisations morales. Donc nous, on avait différents profils ici, différents formats au niveau de la forme. Et nous, moi, je trouvais que c'était intéressant de savoir cela. Et puis, bien sûr, le fond. Je vous rappelle qu'on a une commande. Quelles sont les grandes métamorphoses en temps de confinement? Qu'est-ce que vivent profondément les individus en temps de confinement, là où ils vivent finalement, parce qu'ils sont confinés. Et là, tout de suite, bien sûr, me vient le rapport au temps. Leur espace-temps, tu parlais de Kant ce matin, mais enfin, on sait très bien, moi je mets le temps, l'espace. Et ça fait hyper sens en contexte de confinement par rapport à la commande. Et moi, je propose collectivement, et toute une équipe, eh bien, on va taguer en fonction du rapport au temps, donc les contenus relatifs à ce que j'avais appelé, moi, des régimes d'historicité. Alors, on peut dire plus simplement, aujourd'hui, je dirais plus simplement des régimes temporels, des façons qu'on a de définir le temps, etc. Et puis, bien sûr, le rapport à l'espace. Je me définis par rapport à mon pavillon, par rapport aux voisins, par rapport à quoi? Par rapport à si j'ai une maison en cœur de village, par rapport au commerce qui n'ouvre plus ou qui est ouvert, par rapport à... Je me définis comment? C'est la commune, c'est quoi? C'est la nation qui fait sens à ce moment-là, c'est quoi? Et puis, on est en plein Covid. On est en plein Covid et là, je m'en rappelle très bien, je sonde toute l'équipe de chercheurs autour de moi, notamment des gens que je connais bien, mais aussi des collègues. Hein, je les ai appelés, je leur dis, t'en penses quoi? Dis-moi. Je me dis, on est en plein confinement, pour comprendre ce qu'on vit à rapport à soi. Moi, je suis très ancienne Strauss, hein, Miroirs et masques, c'est un livre que j'ai adoré. Il y a une négociation avec soi, on négocie avec soi, effectivement, il y a certainement quelque chose d'irréductible en nous, etc. Et puis, c'est le rapport à soi, il y a un rapport à l'autre. Et en fait, je me dis, là, on touche 2 axes de tension analytique, temps, espace, soi et l'autre. Je le mets sur la table collectivement, je me rappelle très bien, ça parle à Dominique Vague, ça vous parle. Et là, on peut taguer à partir de ça. Là, on peut taguer, on peut stabiloner, quoi. On connaît, si vous voulez. Différents contenus. Et là, alors je vous ai mis en dessous, mais je n'y vais pas. Hein, les bruits de la tour, une donnée est obtenue, donnée est donnée, mais ça, j'y reviens pas. Et là, on commence collectivement, des équipes de 12 personnes. Donc oui, il faut du monde. Hein. Une équipe de 12 personnes, on commence à lire les contenus. On est ensemble dans une pièce comme celle-ci, et on essaie de s'entendre sur
sur ce qu'on a appelé au-dessus, oui, pardon, excusez-moi, une bibliothèque de tags. C'est-à-dire pour le rapport au temps, on va s'entendre sur, au bout de 2-3 jours de boulot en commun, on peut partir chacun de notre côté et on s'entend sur les mots-clés qui retiennent notre attention, qui en disent beaucoup sur le rapport au temps. Alors, quand on en a un nouveau, on se téléphone. Ça va, je suis clair? Et on fait une bibliothèque de tags. Alors, moi, je fais mon malin, mais il y a 2 ans, je ne sais pas ce qu'était une bibliothèque de tags, moi, hein, on est d'accord. Hein. Enfin, 3 ans, quoi, maintenant. Hein. Vraiment, je découvrais tout ça. Et on se met d'accord sur rapport au temps, rapport à l'espace, rapport à soi, rapport aux autres, sur finalement des registres, j'appelle ça des registres de tags, qu'on va fixer à un moment donné. Et là, on a un contenu, et seul le numérique peut analyser tout ça à un moment donné. C'est plus possible. Hein. Il y a je ne sais plus combien de contributions. Mais là, on a un boulot aussi phénoménal. Alors, Louis, après, tu pourras préciser des choses et tout. Hein. Moi, je suis vraiment mon regard de sociologue et de béotien à certains égards. Hein. Mais ce qui compte ici, pour moi, au niveau de l'éthique de la vérification, de l'éthique, qu'on pourrait dire quand même scientifique, hein, l'éthique de la rigueur, c'est d'expliciter tout ce qui préside à la production de données. Moi, je suis en train de vous dire, voilà, nos données, elles viennent d'où? Elles viennent de cela. Vous pouvez me dire, vous auriez pu faire ça, bien évidemment. C'était notre choix, à ce moment-là, en fonction de la commande. Et en fonction, je vais être très clair avec vous, hein, de mes connaissances et de mes sensibilités. Parce que finalement, quand même, il y a beaucoup des anciens étudiants, hein, qui soient postdoc, docteurs en postdoc et tout, hein, ils ont quand même du respect pour leurs professeurs, un petit peu. Donc j'ai dû comme les influencer. Non, mais si on va aller jusqu'au bout. Mais il me semblait, au regard de tout ce que j'avais fait, et je m'en rappelle très bien, hein, pour tout vous dire que je retournais dans certains écrits, je me dis, ça y est, je pense qu'on tient bien la chose quand même. Et du coup, on a eu des résultats. Là, Cartonnet-Bas fait marcher, j'ai envie de dire, la machine. D'y aller, hein. Alors moi, j'ai découvert ce qu'était un diagramme de Sankey. Lui, il me dit, on fait un Sankey. Je dis, qu'est-ce que tu me dis? Je ne sais pas ce que tu parles, etc. Et vraiment, lui et ses développeurs ont dû se dire, mais l'autre a ses lunettes rouges, il ne comprend rien du tout ce qu'on lui dit. Mais par contre, là, il y a quelque chose. Alors, vous allez vous dire, je suis un peu perché, peut-être, j'en sais rien. Il y a toutes les données. Et je vous assure que je m'enferme. Moi, je fais le temps d'analyse. Moi, j'ai besoin d'être seul. Puis à un moment, je vois l'équipe de chercheurs. Puis on commence à se dire, on était imbibés du terrain. Là. Vous imaginez, on a lu des jours et des jours les contributions, on les a taguées et tout. On avait même en tête des phrases, hein, en tête, toutes et tous, hein, qui nous avaient marqués. Et là, on se dit, il y a 4 choses. Alors, pour tout vous dire, j'étais content qu'il y en ait 4 et pas 3. Alors, je sais bien où on est ici, mais moi, j'ai toujours peur de la Sainte Trinité, vous voyez? Non, mais il y a toujours 3 choses. Et je me dis, mais pourquoi il y en a toujours 3? Non, mais je suis désolé, hein, je suis sauvé toute la taquinerie. Mais je me dis, souvent, il y a 3. Moi, j'ai souvent dans mes travaux 3 types, 3. Et là, je me dis, il faut que tu arrêtes avec ton 3, quoi. Le père, la mère, le Saint-Père, je ne sais pas quoi. Il faut que j'arrête tout ça. Et on avait 4. J'ai dit, pour une fois, on n'en a pas 3. Mais vraiment, je vous parle très sincèrement. Et puis, je suis dans ma bibliothèque, à tout, je réfléchis, je vais chercher des bouquins. Et puis, je me dis, il y a quelque chose qu'on avait déjà identifié. C'est en bas, c'est là. Reconnaissance, besoin de justice. Ça, on l'avait identifié dans le débat sur l'Europe, etc., dans 2 autres consultations, 2 autres démarches plutôt qu'on avait mises en place. Et ça, on l'a. Reconnaissance, besoin de justice, on avait vraiment des propos avec de la colère, de l'émotion. Ok, c'est le Covid, mais n'empêche que moi, je vis ça. Et ça, c'est explicite. Et puis, on a, au niveau territorial, alors, je vous rappelle la grille d'analyse qu'on avait, hein, forcément, hein, derrière, il y a des axes d'analyse. Hein. On a la reliance et la résilience. Alors, en fait, j'ai trouvé des mots, à un moment, on avait des mots beaucoup plus compliqués que ça, et à force de le présenter, Louis, je me rappelle, moi, j'étais devant le conseil métropolitain du Grand Nancy, et je me suis dit, j'ai des mots trop compliqués, il n'y a que moi qui comprends. Il faut que je trouve des mots synthétiques. Et à un moment, je trouve ces 4 mots, existence, résilience, reliance, reconnaissance. En plus, j'étais content, ça rimait. Donc, je me suis dit, en plus, c'est un tout petit côté esthétique, donc j'étais content, mais on s'en fout. Mais il y a la résilience. La résilience, ici, c'est aussi le niveau territorial. C'est une résilience territoriale. Hein, des sociétés heurtées aux nouvelles coopérations, on est heurté par un virus, on est heurté par on est heurté par certaines choses, par un monde qui sera peut-être jamais plus le même. Puis en même temps, on veut une nouvelle coopération. On a plein de tags, de propos qu'on a tagués.
sur il faudrait créer cela, on pourrait imaginer un autre monde au niveau de la commune ou infracommunal, dans les hameaux. On avait des tags là-dessus. Donc on avait vraiment de l'imagination, pour une fois, sur de nouvelles coopérations. On avait un désir de vie sociale, ce qui est comme pas évident quand on est confiné, ce qu'on appelle la reliance. Et là, en fait, on parle d'individualisme et tout le monde nous parlait de l'autre. C'est pas rien, c'est une grande leçon. Et pour moi, ce qu'a révélé le Covid, et moi, je vous dis très honnêtement, je n'y attendais pas du tout. Et pourtant, je travaille sur l'identité. Le Covid, en fait, a remis au goût du jour la question du sens. Ce qu'on appelle la démonstration existentielle. Et une fois qu'on a cela, alors je vous le dis comme cela, je dis à Louis, fais marcher ta machine, regardez un peu. On a chaque fois un nombre de contributions qui est à peu près le même. Et je me dis, mais ça match, le truc. Ça match. Si on avait eu 200 là et 3000 là, je me dis, c'est pas significatif, si on l'enlève, ça. Et là, ça match. Chaque fois, on a plus de 1000 contributions. Donc là, je me dis, mince. Alors, tout à l'heure, je vous disais, des fois, est-ce qu'on invisibilise des choses? Peut-être. Nous, c'est ce qu'on a fait ressortir avec nos axes de tension, avec nos lectures. On était 8. 8. Ensuite, il y a ma patte là-dedans, il faut être très clair. Il y a ma patte, parce que c'est un moment, c'est comme, voilà, je me suis dit, je me rappelle un matin, je me suis dit, purée, ça marche bien notre truc, etc. On a un bon nombre de contributions. Ça va, je casse pas un mythe, là. Mais je veux dire, on a l'impression que c'est des beaux résultats, etc. Mais il y a une part d'interprétation qui est liée aux analyses avant. On fait ce qu'on peut quand on est chercheur. Et simplement, je vais arrêter là. Ouais, et je vous montre une dernière chose. Voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le registre de l'existence révèle certainement deux grandes tendances. Et à mon avis, on est encore plus dedans aujourd'hui qu'il y a 2 ans. C'est qu'il y a effectivement, c'est vraiment les 4, ce qu'on a vu, c'est 4 métamorphoses. Vous avez bien compris le diagramme de Sankey là. Existence, reliance, résilience, besoin de justice. Ce qui travaille profondément la société. On répondait à la commande. C'était métamorphoses qu'on avait, comme on a dit, on a comme réussi à identifier. Et donc là, il y a 2 tendances. Parce que depuis quand même, mon petit cerveau continue à fonctionner. Et je me dis, en fait, ce que révèle ce qu'on a fait, c'est une existentialisation du social, où finalement, on vit, comment vous dire, les enjeux sociétaux sont vécus fortement sur le plan émotionnel. Ils deviennent, finalement, je l'ai dit, comme des enjeux existentiels. Et la deuxième tendance, c'est une socialisation de l'existentiel, où finalement, ce que je vis au plus profond de moi, ce qui est du registre du vécu, de l'intime, etc., eh bien, j'ai envie que ce soit des débats de société. Et ça, en fait, ça fait écho aussi à ce que nous dit, par exemple, entre autres, mais Danilo partout, mais il y en a plein d'autres qui, bien évidemment, et on a vraiment mis le doigt là-dessus. Vraiment mis le doigt là-dessus. En fait, on pourrait relier nos 4 tendances, nos 4 métamorphoses, tendances lourdes qui traitent la société à de très nombreux travaux. Et pour tout vous dire, des travaux qui ont été faits au même moment, avec exactement les mêmes résultats que nous. Sauf certains travaux qui ont été diffusés par certains acteurs politiques qui nous sortaient des résultats, on ne sait pas d'où ils tombaient, et qui étaient très loin de tout ce qu'on nous a produit. Voilà, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je vais juste arrêter l'enregistrement comme promis. Hop, voilà. Je vous dirai.